Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des normes subordonnées matricielles. On va s'intéresser à la norme 1, la norme infinie et la norme 2. On va essayer de calculer leur expression. Dans cette vidéo, je ne traiterai pas de l'existence de la norme subordonnée ni du fait que c'est une norme. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, allez voir les deux vidéos que j'ai déjà faites et que j'ai mises dans la description de cette vidéo. On va commencer avec la norme 1 et on va regarder quelle est son expression. Son expression, ça va être un maximum de plusieurs sommes. De combien de sommes? De n sommes. Donc que représentent ces sommes? On va avoir pour un j fixé la somme sur tous les i des valeurs absolues de a et j, ou modules comme on est dans les complexes. Donc ça veut dire qu'on se fixe une colonne j et on vient sommer tous les coefficients de cette colonne en modules. Cela nous fait n sommes pour les n colonnes qu'il y a dans la matrice. Et on va regarder le maximum de ces sommes. Pour la norme infinie, c'est pareil. On se fixe un i et on va regarder la somme des coefficients en valeur absolue de la ligne i. Cela nous fait n sommes pour toutes les lignes et on va regarder le maximum. Pour le cas de la norme 2, c'est un peu plus particulier. On va avoir la racine d'un rayon spectral de la matrice adjointe de A multipliée par la matrice A. Où le rayon spectral, on rappelle, c'est le maximum de toutes les valeurs absolues des valeurs propres de la matrice M. Et on a un cas particulier. En gros, ça c'est assez drôle. C'est qu'en gros, on va en quelque sorte rentrer la racine. Donc c'est pas la preuve rigoureuse. Mais si on dit que A est hermitienne, ça veut dire qu'elle est égale à sa matrice adjointe. Et donc dans ce cas-là, on obtiendra par exemple le rayon spectral de A au carré. Et là, en quelque sorte, on arrive à rentrer la racine dans le rayon spectral pour obtenir comme un A. Donc c'est absolument pas rigoureux, mais c'est un peu ça l'idée. On va commencer avec la norme 1, et en gros, ça va être la même méthode à chaque fois pour toutes les normes subordonnées. Je vous explique rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le candidat K pour être la norme subordonnée. Donc, dans le cas de la norme 1, on va poser notre candidat K qui est égal à cette expression-là. Ensuite, on va procéder par double inégalité. On va d'abord essayer de majorer pour tout x non nul le quotient norme de ax sur x. Donc, comment faire ça? On va calculer la norme de ax. On va faire inférieur à, inférieur à, inférieur à. L'objectif, ça va être de trouver k fois norme de x. Comme ça, on aura montré que le quotient, on peut diviser, car x est différent de 0. On aura montré que le quotient est inférieur à k. Voilà, le but, ça va être de montrer que notre candidat, si c'est une borne supérieure, c'est notamment un majorant. Donc on va essayer de montrer que, justement, pour tout x non nul, le k majore bien le quotient. Et ça, je parlais de double inégalité, ça c'est bien parce que ça nous fait une égalité. La norme subordonnée va être inférieure à k. Pourquoi? Parce que si k est un majorant, la norme subordonnée, ça va être le plus petit majorant, donc elle va être inférieure à ce majorant. Et ensuite, pour l'inégalité inverse, on va non plus utiliser la borne supérieure en sa qualité de plus petit majorant. On va cette fois-ci utiliser cette borne supérieure en qualité de majorant, comme on veut la mettre à droite de l'inégalité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un x0 bien choisi, tel que k égale à un quotient particulier ax0 sur x0. Et grâce à cela, comme ce quotient, il appartient bien à, il s'écrit comme un quotient ax sur x, quoi, il est bien majoré par la borne supérieure de cet ensemble, des normes de ax sur norme de x. Donc ce sera bien inférieur à la norme subordonnée.
comme c'est un majorant. Donc là, on a utilisé la propriété que c'était le plus petit majorant, et là, la propriété que c'est le majorant. Donc avec ça, on obtient bien nos deux inégalités, et on pourra conclure sur l'égalité. Donc dans le cas de la norme 1, on va commencer avec notre majoration, et on va essayer de calculer ce que ça donne la norme de AX en norme 1. Donc la norme 1, je rappelle, c'est la somme en valeur absolue ou en module de tous les coefficients de ce vecteur colonne. Ce vecteur colonne, hop, ces coefficients s'écrivent comme ça, n colonne, une ligne. Et ensuite, on peut exprimer ça avec le produit matriciel. Donc, une valeur absolue d'abord. Là, on va avoir AIJ et XJ1. Donc là, on est OK. Ensuite, on peut utiliser l'inégalité triangulaire pour rentrer cette valeur absolue ou ce module à l'intérieur de la somme, et on va sommer cette inégalité. On utilise aussi la propriété que le module du produit, c'est le produit des modules. Donc là, on commence à voir un peu apparaître notre somme de i allant de 1 à n des valeurs absolues de a et j. Donc pour la voir apparaître, il va falloir utiliser notre interversion de Fubini et inverser les sommes. Et en ce faisant, on remarque aussi que on peut passer le coefficient j de la matrice colonne X dans la somme, on peut le sortir de la somme en i de cette façon. Voilà, il ne dépend pas de i. Et on va avoir la somme recherchée. Donc là, on n'est pas loin. Et donc maintenant, il va falloir faire intervenir notre maximum. Comme on veut retrouver un maximum, bien on sait que ça, cette somme, elle dépend de J. Hein, il y a un indice J. C'est la somme, on avait dit, sur la colonne J. Ben, elle va être inférieure au maximum de toutes les sommes. Donc ici, oui, c'est bien ça, on a un J, J1. Et donc là, on aura bien le maximum sur tous les J. De toutes les sommes. Donc là, on retrouve notre constante K. Donc on peut la sortir, hein. Maintenant ça ne dépend plus de J. On a K fois cette somme. Et là on remarque quoi? On remarque qu'on a exactement en fait la norme 1 du vecteur J, la somme en module de ces coefficients. Et on est bien arrivé à un truc de la forme qu'on disait ici. Donc comme on disait ainsi, car x est différent de 0, on va pouvoir dire que norme AX inférieure à norme K, enfin à notre candidat K. Donc, K est un majorant de cet ensemble des quotients AX sur X. Donc la norme subordonnée va être inférieure à K en tant que plus petit majorant. Plus petit majorant. Donc ça c'est bon. Et maintenant il va nous falloir trouver le x0. Je vais changer de... Donc voilà, on a fait cette étape-là, première inégalité. Et il va falloir trouver le x0 particulier qui est égal à notre candidat K. Et comme ça, on pourra dire qu'il est en particulier inférieur à la borne supérieure en tant que majorant. Et on aura bien notre inégalité qui est vérifiée. Donc, si on rappelle notre K, c'est le max
sur J appartient à 1n. Voilà, somme sur chacune des colonnes. On prend le maximum. Donc, ce qui peut être intéressant, on va noter J0, l'indice dans lequel la somme est atteinte. Autrement dit, le maximum est atteint justement pour cette valeur de J0, donc il est égal à cette somme en particulier, la somme sur cette colonne particulière où le maximum est atteint. Et là, il faut trouver, trouvons x0 tel que x0 sur x0 égale ce truc-là. Donc là, c'est déjà pas mal parce que on a un peu une forme qui nous rappelle l'expression d'une norme d'un vecteur. L'expression de la norme du vecteur ax0, oui, c'est une somme de modules. Et donc, si on prend x0 égale ej0, le vecteur de la base canonique, donc où il y a un 1 en gros à la position j0 et des 0 ailleurs. On remarque que ax0, ça va être tout simplement égal à notre colonne j0 en fait. Je rappelle, quand on multiplie par le vecteur de la base canonique j0, une matrice, on obtient la colonne j0. Donc, si on calcule par exemple le coefficient I1 comme ça, on va obtenir exactement en fait notre coefficient sur la ligne, sur la colonne J0. Donc c'est parfait parce que si on calcule la norme de AX0, c'est exactement cette norme en valeur absolue de ça, mais on a montré justement que c'est égal à ce truc-là. Du coup, on a exactement cette quantité dont on parlait juste ici. Donc il manque un quotient, hein. Il manque à quotienter par le vecteur x0, mais ce vecteur x0, c'est le vecteur de la base canonique, qui lui est bien de norme 1, parce que quand on calcule sa norme, on aura 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0. Donc ça, c'est bon. Et donc, on a bien trouvé K, on a bien trouvé un x0 tel qu'il est égal à cette norme-là. Cette norme-là est inférieure donc à la norme subordonnée parce que c'est un majorant, ce qui conclut par double inégalité. Donc là, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Maintenant, on va être un peu plus rapide pour les deux normes suivantes. On va faire exactement la même chose. Donc maintenant, norme infinie, on pose donc K, notre candidat. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Ça va être le max sur toutes les lignes des sommes de coefficients de cette ligne. Hop. Donc soit x différent de 0, et on va essayer de majorer, comme d'hab, la norme infinie de AX. Donc la norme infinie de AX, c'est quoi? C'est le max des coefficients en valeur absolue de AX. On rappelle que AX, donc ça va nous donner produit matriciel. Donc là, on est encore une fois très très proche. Donc là, il n'y a pas de valeur absolue. Ça va nous donner ça, fois x
J1, plein. Ça va être inférieur inégalité triangulaire à, donc pareil, module du produit des modules à ça. Et là, chaque xj va être inférieur à sa norme infinie. Comme c'est le maximum des coefficients du vecteur x, ils sont tous inférieurs notamment à leur norme infinie. Et donc, on peut dire que ça va être inférieur à cette somme qui est juste ici, qui est intéressante, hein, c'est ce qu'on veut obtenir, fois la norme infinie du vecteur x. Donc là, on est quasi bon. On a montré que ce qu'il y avait à l'intérieur du max était inférieur à ça. Maintenant, on veut montrer que le max de ça va être inférieur au max de ça. En gros, c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est pas bien compliqué. On a trouvé en fait un majorant pour tous les i dans un n, un majorant de ce truc-là. On a trouvé ça comme étant un majorant. Et le maximum, hein, c'est un cas particulier d'une bonne supérieure. Ça va être le plus petit majorant de cet ensemble-là. Donc, en tant que plus petit majorant, ben, on va bien obtenir au final que ça va être bien inférieur. Ah oui, il faut encore que je reprenne le max. Parce que j'ai dit que ça dépendait pas de i, mais je suis bête, ça dépend de i, il y a encore un i. Du coup, il faut que je dise que ça, c'est encore inférieur justement à un max. Voilà. Ça, justement, c'est encore inférieur au max. Et là, ça dépend vraiment plus de i. Puisqu'en fait, j'obtiens tout simplement mon... on va l'écrire là. J'obtiens tout simplement mon kx infini. Hein, le k qu'on avait posé juste ici. Donc, j'obtiens que tous ceux-là, ils sont inférieurs au kx infini. Et lui, en tant que plus petit majorant, bah, il va être inférieur à ce majorant kx infini. Là, on est parfait. C'est ce qu'on voulait obtenir. Même conclusion que tout à l'heure. On passe au quotient, hop, et on applique la propriété de la borne supérieure qui est le plus petit majorant. Vous avez compris. Et maintenant, l'objectif, c'est de trouver un x0 tel que, pareil, trouvons x0 tel que k égale ax0, norme infinie sur x0. Alors lui, il est vraiment pas évident. On va encore une fois poser I0, la ligne où le maximum est atteint. Donc, on va faire la somme sur cette ligne particulière I0. Voilà, c'est ceci. Et donc, il faut essayer de reconnaître que ce cas-là va être égal à une norme infinie d'un produit matriciel A fois x0. Donc, c'est vraiment pas évident. Le x0, un x0 qui convient bien, en fait, ça va être x0 qui va être égal. Alors, on va mettre plutôt pour tout i appartient à... Pour tout j, parce qu'on va le mettre dans un produit matriciel après. Pour tout j appartient à un n. Alors, tenez-vous bien. Alors en gros, le but, ça va être dans le produit matriciel. On va avoir les coefficients de A fois les coefficients de X. Et ça, on veut que ça nous donne, en gros, voilà, c'est un produit matriciel, c'est un somme de J allant de 1 à N, c'est quasiment ça. On veut que ça nous donne ce module. Donc en gros, on va poser A I0J divisé par A I0J. Comme ça, on aura bien A I0J qui s'annule et on aura bien ce terme-là. Donc là, vous allez me dire, oui, ça c'est valable que pour ton terme I0 du vecteur, le coefficient I0 du vecteur AX0. Vous allez voir, on va bien s'en sortir dans les autres cas. Donc là, je divise par potentiellement 0. Donc ça, c'est si AI0J différent de 0. Et on va mettre 0 sinon. Ok. Donc là, maintenant, on va calculer pour tout I appartient à un N.
notre coefficient AX0. Donc on a dit c'est un produit matriciel. On va avoir donc AI0J fois le coefficient X0J1, tout simplement, qui est égal. Qu'est-ce que je dis? Donc là, il n'y a pas de 0. Hein. Justement, on a dit il n'y a pas de 0. Dans le cas général, pour I, voilà, il n'y a pas de simplification. Justement, c'est quand I0 égale J, on obtient bien ça. Donc là, on obtient ça. Donc cas particulier. Cas particulier. I égale I0. AX0, I0, 1. Donc là, on va avoir I0 qui simplifie. Et on va bien avoir notre candidat K. À noter que j'ai fait un léger abus parce que en soi, là, je suis en train de mettre la somme sur tous les J de ce truc-là. Mais on sait qu'il y a des J où ça va être nul. Mais en gros, dans tous les cas, ça va être bon. Parce que cette égalité, surtout, c'est cette égalité qui est importante, qui est vérifiée. Parce qu'en fait, ça va faire 0 plus 0 plus 0, qui est bien exactement le module de notre AI0J s'il est nul. Donc ça va être bon. Et ce qui va être important, ensuite, maintenant, ça va être de calculer cette norme infinie. Donc, quel est le maximum des coefficients AX0, I1? Justement, on veut que ce soit égal à K. Donc, il va falloir montrer que justement, ce truc-là, en valeur absolue, va être inférieur à K. Donc, on va s'atteler à le calculer. Donc là, inégalité triangulaire. Et là, si on regarde bien, on aura module de ça sur module de ça, module du quotient et le quotient des modules. Et ça va faire 1. Donc on va obtenir en gros cette chose-là. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que la somme sur une ligne. Et c'est pour ça qu'en fait je disais que c'était pas très important parce que ce qu'on peut faire en gros, donc là en gros, ce truc-là c'est valable pour AI0J différent de 0. Voilà. AI0J différent de 0. Mais du coup, ça va être une sous-somme de la somme totale de la ligne. Sous-somme de termes positifs. Donc, ça va être, quand on va prendre la somme totale, ça va bien être inférieur à cette somme totale. Et ça, ce n'est autre que la somme des coefficients de la ligne I. Et on sait qu'elle est inférieure au maximum de ces sommes-là. Et ces maximums, on l'a posé exactement égal à K. C'est notre candidat. Donc, ça fait que tous les coefficients de cette matrice AX0 sont inférieurs à ce K. Ce K est atteint pour le coefficient I0. Donc, on va voir exactement que AX0 en norme infinie va être égal à K. Maintenant, là, il faut faire attention encore une fois. Il faut déterminer la norme de X0 pour pouvoir faire le quotient. Et là, pour la norme de X0, si on regarde ce vecteur-là, la valeur absolue de chacun des coefficients est soit nulle, soit égale à 1. Parce que si on vient poser un module là-dessus, on va avoir module sur la même chose. On va avoir 1. Donc, tous les coefficients sont de valeur absolue ou de module 1 ou 0. Ce qui nous dit qu'ils sont de module inférieur ou égal à 1. Donc, potentiellement, pas égal à 1. Donc,
si x0 n'est pas nul, alors donc il existe au moins un j tel que ce coefficient est différent de 0. Et donc on a bien un module qui va être égal à 1 et on aura bien la norme infinie de x0 qui sera égale à 1. Donc ça c'est bon. Et ensuite, il faut regarder le cas où x0 est nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si x0 est nul, c'est-à-dire que pour tout j, on est dans ce cadre-là, tous les coefficients sont nuls. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si tous les coefficients sont nuls? Ça veut dire que tous les AI 0j sont nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette somme, par exemple la somme K qui est tout simplement la somme des coefficients sur cette ligne, elle va être égale à une somme de 0. Elle va être égale à 0. C'est-à-dire que notre plus grosse somme sur les coefficients des lignes, elle est égale à 0. Donc ça veut dire que toutes les sommes, pour tout i appartient à un n, on sait que les sommes sont inférieures à la plus grande somme, inférieure à k égale à 0. Donc toutes les sommes vont être nulles. Et si toutes les sommes sont nulles, c'est des sommes de termes positifs, ça veut dire que tous les termes de la somme sont nuls. Donc pour toutes les lignes, tous les coefficients de ces lignes seront nuls. Donc en gros, tous les termes de la matrice sont nuls. Et ça nous donne la matrice nulle. Donc il faut... Le cas où x0 est nul, c'est le cas où A est la matrice nulle. Parce que oui, les x, à chaque fois qu'on choisit, les x0, ils dépendent des matrices A. Clairement. Et donc il faut regarder le cas de la matrice nulle. Est-ce que notre égalité est vérifiée? Est-ce qu'on a bien la norme infinie qui est égale à cette chose-là? Eh bien, on va se poser la question. Si tous les coefficients sont nuls, à droite, on a 0 parce que toutes les sommes vont être nulles. Le maximum du nul, ça va être le nul. Et ensuite, il faut regarder que va valoir notre norme infinie. Si on prend un x différent de 0, si x est nul, non, justement, on a la matrice A qui est la matrice nulle. Donc le produit AX, ça va donner le nul, et on aura la norme infinie du nul au numérateur, et la norme infinie du nul, c'est le max des coefficients qui sont tous nuls, donc ça va être le nul aussi. Ensuite, on va venir prendre le sup du nul, encore une fois, et donc c'est encore le nul, et au final, on a nul égale nul. Ce qui conclut. Donc c'est bon, on a bien trouvé notre vecteur AX0. Ouais, bon, ça, donc on avait déjà traité le cas où la norme infinie de x0 est égale à 1, voilà. Et ça nous donnait bien ax0 sur x0 égale le k, et on pouvait encore conclure comme la dernière fois en disant que c'est inférieur à la norme a infinie en tant que majorant. Et on a traité en plus le cas où la matrice était nulle, et ça s'est bien passé. Maintenant, on va passer à la norme 2. Alors ensuite, maintenant, on va s'attaquer à la norme 2. Donc on voit que on doit montrer que c'est égal à une racine, et c'est pas très commode, alors que si on enlève la racine, on peut directement avoir des propriétés sur le rayon spectral qui vont être bien plus commodes. Donc, mon idée, ça a été de montrer que la norme subordonnée au carré va être égale au rayon spectral de A étoile fois A. Et pour cela, alors j'ai remarqué que si on a donc cette égalité, la norme 2 égale ce sup-là, la norme 2 au carré, ce sera le sup des carrés. Hein, c'est comme si on rentrait le carré dans le sup. Donc ça, il faut le montrer, c'est pas évident. On va le montrer par double inégalité. On va prendre déjà, donc on va montrer cette égalité-là par double inégalité. On va montrer que la droite est inférieure à la gauche. Si on prend x différent de 0, alors on va avoir le quotient AX sur X qui est égal au quotient AX sur X, le tout au carré. Donc là, il n'y a plus ça. Et donc, on sait que ce quotient-là est majoré par la norme 2 subordonnée en tant que majorant. Et ensuite, on utilise
la croissance de la fonction carré sur les réels positifs pour obtenir cette inégalité. Ce qui nous donne bien que cette norme subordonnée au carré est bien un majorant de l'ensemble des quotients au carré. Et donc, en tant que plus petit majorant de cet ensemble des quotients au carré, et on va avoir le sup de ce truc-là qui est inférieur à ce truc-là. Voilà. Maintenant, pour l'inégalité d'après, donc on veut ça au carré qui est inférieur à ce sup. Donc là, c'est pas évident. On sait qu'il va falloir utiliser la propriété de majorant de la bande supérieure, comme elle est à droite de l'égalité. Mais là, pour caler ça qui ne dépend pas d'un x particulier à gauche, on est un peu embêté. On va vouloir utiliser la propriété de bande supérieure, donc plus petit majorant, pour justement ce truc-là. Mais on a un carré par-dessus. Donc, on va noter que cette égalité est strictement équivalente à la norme 2 inférieure à la racine de ce truc-là. Comme ce sont tous les deux des réels positifs. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est montrer que cette chose-là est un majorant de tous les quotients ax sur x. Et comme ça, c'est la borne supérieure, ça va être le plus petit majorant. Donc, on va prendre x différent de 0. On va noter le quotient ax2 sur x. Là, on va remarquer, on va direct mettre une racine en fait. On va remarquer qu'en fait, ce truc-là, comme ce sont des nombres positifs, c'est un nombre positif, il peut s'écrire exactement comme racine de son carré. Ensuite, ce quotient-là, il est majoré par justement ça qui est sa borne supérieure. Et encore une fois, on utilise la croissance, non pas de la fonction carré cette fois-ci, mais de la racine carrée. Et donc, on va avoir l'inégalité souhaitée en tant que plus petit majorant. Ce truc-là, il va être inférieur à ce majorant-ci. Et on a dit que cette inégalité était strictement équivalente à celle-ci. Et donc on a bien les deux inégalités. Donc ça, c'était pas évident déjà de dire qu'on pouvait rentrer le carré dans le sup. Maintenant que c'est fait, notre objectif, ça va être de montrer que voilà, cette norme au carré, hop, c'est égal au rayon spectral de A étoile fois A. En ce faisant, on pourra dire que tout simplement, la norme elle sera égale à la racine, comme c'est un nombre positif. Donc, comment on va faire? On va faire exactement la même chose, parce que maintenant, voilà, c'est ça l'idée en fait de ça. Parce que maintenant qu'on a écrit ce truc-là sous la forme d'un sup, parce que s'il était égal à un carré d'un sup, on aurait été un peu embêté. Maintenant qu'on a écrit sous la forme d'un sup, d'un quotient, en fait, on peut exactement appliquer les mêmes méthodes qu'on faisait jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre un x non nul et on va toujours faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, il n'y aura plus de somme, enfin un peu quand même. Mais en gros, on va utiliser la théorie des espaces euclidiens. Donc ici, c'est plutôt hermitien comme on est dans C. Et en fait,
on va noter en fait que AX, voilà, au carré, bah, c'est rien d'autre qu'en fait la norme euclidienne, quoi. Donc en fait, c'est le produit scalaire avec lui-même, pour le produit scalaire hermitien. Et donc, si on connaît un peu sa théorie sur les adjoints, eh ben, on peut multiplier par l'adjoint de A. Enfin, on peut en gros dire que ça, c'est égal à l'adjoint de A, hop, sur le premier vecteur, qui est AX, et enlever A du côté droit. Et on obtient A étoile fois A fois X, scalaire X. Alors là, c'est intéressant parce qu'on obtient A étoile fois A, le truc un peu qu'on voulait. Et A étoile fois A, c'est quoi? C'est une matrice auto-adjointe, une matrice hermitienne. Elle est égale à son propre adjoint. Donc, elle est diagonalisable en base orthonormée. Donc, notons E1, En, base orthonormée de C puissance n, et lambda 1, lambda n, les valeurs propres associées. Qui sont réelles, je le rappelle. Et ensuite, on va pouvoir justement décomposer ce x dans cette base orthonormée. On sait ensuite que A étoile A fois X, ça va être égal par linéarité à cette somme-là. Et comme les valeurs propres, voilà, les valeurs propres associées de A étoile A, hein, on a diagonalisé A étoile A dans une base orthonormée. Bah, quand on vient l'appliquer au vecteur EI, ça nous donne tout simplement le lambda I EI. Donc, reprenons ce produit scalaire. On peut exprimer comme une somme xi lambda I EI scalaire xi EI. Là, on utilise la bilinéarité du produit hermitien. Somme sur I, somme sur J. Donc là, on a un lambda I conjugué qui va donner un lambda I parce que c'est réel. Et ensuite, on a un xi, on a un xj, et on a un EI scalaire EJ. Et donc, c'est une base orthonormée, donc ce produit va être nul si I est différent de J. Il nous reste que le cas où I égale à J, et ça nous donne la somme suivante, lambda I xi au carré. Donc, oui, j'ai écrit des R puissance n, mais c'est C puissance n un peu partout en gros. Donc là, on est content parce que ça, c'est égal, je rappelle, à cette norme-là, hein. Ça, on va pouvoir dire, utiliser la définition du rayon spectral, justement. Chaque valeur propre est inférieure à sa valeur absolue. Et chaque valeur absolue de valeur propre va être inférieure au rayon spectral. Comme on a dit, la définition du rayon spectral, c'était le max des valeurs absolues des valeurs propres. Donc, on va majorer par ce rayon spectral. Ensuite, on tombe sur la somme des xi carrés. Oui, donc ici, voilà, attention, là, il y a bien un conjugué. Voilà, je me suis fait avoir. Et on a bien un module ici, hein. Attention, la sesquilinéarité, semi-linéarité à gauche. Et donc là, maintenant, on va bien tomber sur exactement la norme de x hermitienne au carré. Ce qui est bien parce qu'on a bien exactement, donc résumé en gros, AX inférieur à ça
Et en gros, c'est les inégalités classiques qu'on avait. Hop, on passe au quotient. On dit que ça, c'est majorant. Et donc, ça va être inférieur au plus petit majorant, comme c'est le sup, voilà, de cet ensemble-là. Donc là, on est bon. Et là, pareil, il va falloir trouver, trouvons x0 appartient à C puissance n. Oui, je me dis R puissance n depuis le début, mais je travaille dans C. C'est que norme, voilà, sur x0 égale au rayon spectral, eh bien, on va encore une fois noter un indice particulier. On va noter I0 appartient à 1n tel que le rayon spectral. Bah, en gros, on note pour quelle valeur propre est atteint le rayon spectral. Et on va poser x0 égale EI0, voilà le vecteur de la base orthonormée correspondant à cette valeur propre. Et alors, on a AX0 qui est tout simplement égal à lambda I0 EI0. Ok. Et donc si on calcule la norme de AX0, c'est égal à la norme de lambda I0 EI0, ça va être égal au modulo carré de lambda I0 fois la norme de EI0 au carré, base orthonormée, ça vaut 1. C'est égal à lambda I0 au carré, et c'est bien égal au rayon spectral au carré. J'ai dû faire une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. C'est pas AX0 qui est égal à ça, c'est A étoile AX0. Voilà. Petite bêtise. J'anticipe peut-être le cas où A est symétrique. Et donc, AX0, comme on a dit tout à l'heure, on peut exactement le calculer comme étant produit scalaire A étoile X0, A étoile A X0, x0. Exactement ce qu'on a dit ici. Et là, par contre, je peux utiliser mon fait que c'est égal à lambda I0, EI0, EI0. Et là, je peux sortir ça en mode conjugué, mais on sait que de toute façon, il est réel. Et donc, j'obtiens lambda I0 oui, donc ça, c'est une base orthonormée, ça fait 1. Et il se trouve que cette valeur propre est positive. C'est égal à sa valeur absolue. Parce que justement, c'est égal à une norme au carré, donc c'est positif. En fait, cette matrice A étoile A, elle a des normes réelles et même positives. Parce que justement, si on calcule justement ce truc-là là, pour toutes les valeurs propres, EI, hop, on obtient lambda I. Lambda I égale quelque chose de positif. Donc en fait, elle est définie positive, parce qu'en fait, ce produit scalaire, il est positif, parce qu'il est égal à une norme. Donc elle est définie positive, donc toutes ces valeurs propres sont positives. Donc ça, c'est bien. Donc c'est exactement égal à notre rayon spectral A étoile fois A. Et donc on a enfin trouvé notre vecteur particulier. Et après, il faut diviser par la norme de x0, mais c'est un vecteur de la base orthonormée, i0. Donc ça, c'est bon. Et donc on a bien montré, bien trouvé notre x0 qui est égal au candidat. Hein. Et donc on a bien voilà, ça qui est égal à ça. Et ensuite, en passant à la racine carrée, et ensuite, dernier cas, si A est symétrique, donc ou plutôt hermitienne, si A est hermitienne, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Donc on est censé avoir racine du rayon de A carré. Mais on a vu qu'on allait pouvoir simplifier cette expression en juste le rayon de A. Donc pourquoi ça? Parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe quand A est symétrique, et qu'on vient calculer par exemple la norme de x comme ça au carré,
ça fait AX scalaire AX. Et notre base orthonormée, on va prendre les mêmes notations, hein, mais ça ne va pas être la base orthonormée pour A étoile A, ça va être pour A. On va avoir, donc, comme tout à l'heure, somme de lambda I xi EI, voilà. Somme de lambda I xi EI. Et donc ça, comme tout à l'heure, hein, produit scalaire sur une base orthonormée, bah en fait, enfin produit hermitien plutôt, ça va être exactement égal. En fait, oui, j'ai mes coefficients, de toutes les matrices AX. Donc en fait, c'est juste tout simplement égal à lambda I carré fois module de xi au carré. En somme, bien évidemment. Voilà. Et donc, voilà ça. Les lambda I, voilà, sont réels. Et voilà, avec le conjugué, tout ça, ça marche bien, j'obtiens bien la même chose. Ça, chaque xi, il va être inférieur, justement, non, chaque lambda I, voilà, chaque lambda I au carré, il va être égal, comme tous les, voilà, en fait, lambda I au carré, c'est égal à module de lambda I au carré, comme c'est un réel. Chaque lambda I va être inférieur à son rayon spectral. Donc, va être inférieur, donc le module lambda I va être inférieur au rayon spectral, pardon. Donc, quand on met ça au carré, la fonction carré croissante, ça va être inférieur à ce truc-là. Et donc, on obtient bien, non, xi au carré, qui est bien égal à la norme de x, le tout au carré. Peut-être que d'ailleurs, non, en vrai, c'est pas mal. Fois rayon spectral de A au carré. Donc on obtient bien un peu notre candidat rayon spectral de A au carré. Quand on va remettre la racine, on obtiendra bien un rayon spectral de A. Et ensuite, si on pose pareil x0 égale EI0, eh bien on a que AEI0, ce produit scalaire là, va être égal à lambda I0, EI0, lambda I0, EI0. Voilà. On sort, on obtient lambda I0 conge fois lambda I0 fois 1. Et comme on a dit, de toute façon c'est réel, on obtient module de lambda I0 au carré. Et on obtient bien notre rayon spectral. Donc le EI0, on avait dit tel que lambda I0 égale, cette fois-ci non pas le rayon spectral de A étoile, mais le rayon spectral de A. Et on obtient bien notre rayon spectral de A au carré. Et donc on obtient bien ensuite, en divisant par x0 qui est une norme 1, on obtient bien que c'est inférieur, justement que ça va être inférieur à la norme subordonnée. Et donc on obtient bien finalement la norme subordonnée de A au carré, c'est inférieur au, je sais pas, bref, ça va être égal à ça. Et donc en passant à la racine, le terme positif, tu obtiens bien cette conclusion. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre. La fin, c'était un peu dur. Et j'espère que vous avez bien aimé.